Et si pour changer le monde, il fallait aussi et peut-être d'abord changer notre regard sur ce qui nous entoure, la ville, la campagne, et ceux qui nous entourent, et celles qui nous entourent bien sûr, les autres. Et enfin sûrement changer de regard sur nous-mêmes. Au Quai des Savoirs, vous le savez, nous aimons apprendre, transmettre, vibrer, comprendre ensemble, avec vous, avec les scientifiques, mais aussi avec les artistes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Quai des Savoirs, consacré aujourd'hui aux géo-artistes. Bonjour Marina, bonjour Mariette. Alors on va démarrer par ce que vous avez vu sur le web d'inspirant, Mariette. De quoi allez-vous nous parler dans un instant ? Alors aujourd'hui, on retourne dans le monde merveilleux d'Instagram pour explorer l'usage des filtres de story par les institutions culturelles. Marina, avec vos invités, de quelle innovation allez-vous nous parler ? On va s'intéresser à notre quotidien, à l'ordinaire, à ce que je ne regarde plus vraiment et vous non plus probablement, à la vue de notre fenêtre. Mais moi je vous emmènerai à la découverte d'artistes qui dessinent avec leurs pieds. Et oui, ça sera dans la playlist à la fin de cette émission. Vu sur le web, Mariette, c'est à vous. Dites-nous en plus sur les filtres de story sur Instagram. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, si vous êtes utilisatrice ou utilisateur d'Instagram, et plus particulièrement dans des stories, ces publications photos ou vidéos éphémères, vous n'avez pas pu passer à côté de la folie donc de ces filtres. Alors, les filtres Instagram sont des effets que vous appliquez sur la photo que vous prenez et qui vont permettre d'agrémenter le rendu en changeant la couleur, le grain ou bien en rajoutant des éléments décoratifs. Un filtre photo. Oui, voilà, mais c'est encore plus, vous allez voir, puisque vous pouvez aussi justement rajouter du décor autour, et grâce notamment à ce en réalité augmentée. Donc vous savez, cette méthode qui permet d'incruster de façon réaliste des objets virtuels dans une séquence d'images, vous pouvez également rajouter des éléments qui vont suivre les mouvements de votre visage ou de votre corps et vous transformer en animal, en star de cinéma, vous incruster sur un fond d'image fixe, ou encore vous permettre de jouer grâce au format quiz qui font défiler en fait au-dessus de votre tête une série d'images et vous attribue l'une d'entre elles. Si vous avez sans doute vu passer le fameux « Quel personnage de Disney êtes-vous » qui a été un des premiers à exister et qui a beaucoup tourné. Bref, la créativité de ces filtres est sans limite et permet de belles créations. Il y a de véritables artistes qui créent des filtres, qui ont créé de quoi vous transformer en œuvre d'art, en vous incrustant dans un tableau célèbre ou en transformant votre visage en personnage d'œuvre d'art célèbre. Du coup, je me suis demandé, est-ce que les institutions culturelles s'étaient penchées, elles aussi, sur ces usages ? Donc, petit panorama des grandes tendances que j'ai pu dénicher en farfouillant dans le moteur de recherche des filtres Instagram. Donc le format quiz, donc ce fameux format de pancarte qui défile sur votre tête, beaucoup d'institutions s'en sont emparées. C'est un bon moyen donc de faire connaître les œuvres des collections ou de mettre en avant d'autres thématiques de son institution. Le compte Paris Musée vous révèle ainsi pour quel musée de la ville de Paris est fait pour vous. L'Ashmolean Museum à Oxford, quelle bête ou quel objet bizarre des collections vous êtes. Ou encore plus proche de nous, le Théâtre du Capitole qui a proposé un quiz pour dire quel opéra de la nouvelle saison est fait pour vous, etc. Les incrustations sur une image fixe, on le retrouve aussi très souvent. C'est un bon moyen de mettre en avant aussi une œuvre des collections ou la façade de son musée en vous incrustant sur ce fond. Bon, le détourage est plus ou moins réussi, c'est pas encore très, très précis. Le Museum of Illusions aux USA, par exemple, a beaucoup joué là-dessus, avait des fonds en trompe-l'œil pour que vous mimiez des scènes, comme si vous tombiez d'un immeuble, ou vous battiez contre des gobelins, des choses comme ça. Et enfin, les rajouts de décors ou d'éléments donc sur votre physique sont ceux qu'on retrouve le plus et qui sont souvent très réussis et très bluffants. Vous pouvez ainsi évoluer dans un décor composé d'éléments en 3D, par exemple des cœurs pour une expo du musée de la vie romantique à Paris, des cubes colorés qui se reflètent même sur votre peau, c'est vraiment très bien fait, avec le filtre Synesthésia, qui est un challenge digital et sensoriel de la fondation Louis Vuitton, ou encore vous métamorphoser. Le Torture Museum en Floride, par exemple, qui vous permet de revêtir une cagoule de bourreau. Je suis sûre que vous avez toujours rêvé de vous imaginer un bourreau. Le musée d'archéologie de Nîmes, qui vous transforme lui en silène grâce à un masque donc antique, ou encore le Muséum Makam en Indonésie qui vous transforme en l'artiste Melati Suryodarmo grâce à sa coiffure très caractéristique. Vous avez une jolie coupe brune avec franges et carrés. Bref, beaucoup d'exemples de ce type existent. Donc c'est quand même un grand oui pour moi. Je ne vous cache pas que je vais essayer d'en créer pour le quai. Mais j'espère surtout à l'avenir découvrir de nouveaux filtres qui réussissent à allier à la fois le côté fun et qui apportent également du contenu. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait peut-être créer un quiz quel podcasteur du quai es-tu avec les photos de Laurent, Marina, Marlène et moi. Génial. Pour vous attribuer un profil. Et des chroniques. Allez, rendez-vous sur la page Instagram du Quai des Savoirs pour suivre cette aventure des filtres.
On passe maintenant au plateau artiste-chercheur de ce podcast avec vous, Marina, et avec vos invités. On reçoit aujourd'hui Arnaud Chevalier. Arnaud Chevalier, vous êtes artiste, vous venez du monde du théâtre et vous êtes tourné récemment vers la création d'installations numériques. Vous êtes également cofondateur de la compagnie L'Instant Mobile. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et nous accueillons également Luc Galinsky, qui est professeur géographe à l'ENSAT à Toulouse. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors Laurent, Mariette, si je vous dis confinement, temps qui passe, rayon de 1 km, ça vous évoque quoi ? Une petite promenade autour de sa maison, là où la sortie hebdo. Alors moi, je vous avoue, j'ai bien aimé le confinement. J'ai bien aimé reprendre le temps d'observer le passage des oiseaux, les maisons qui s'allument le soir, redécouvrir les voisins qui courent ou encore être parasités pendant les visioconférences par les camions qui passent. Finalement, c'était en quelque sorte l'occasion de redécouvrir nos fenêtres. Alors aujourd'hui, on va parler d'une installation nommée Mécanique Panorama qui est bien antérieure au confinement puisqu'elle date de 2016, mais qui prend encore une nouvelle dimension. Alors Arnaud Chevalier, vous avez développé cette installation photographique interactive. Qu'est-ce que c'est et quelle expérience proposez-vous à travers cette installation ? Du coup, Mécanique Panorama, c'est donc comme vous l'avez dit, une installation en fait qui va proposer au spectateur de prendre le contrôle du temps d'un paysage. Et c'est des paysages qui sont un petit peu particuliers puisqu'on les capture en fait à chaque endroit où on expose chez des habitants qui vivent dans les environs de l'endroit où l'œuvre est exposée. On propose aux gens au travers de ce projet-là de tourner une roue qui va en fait leur permettre de faire défiler des images. C'est un mécanisme extrêmement simple et qui va en fait leur permettre d'appliquer leur propre temps à l'image vidéo qui a été capturée à l'image photographique qui a été capturée chez les habitants. Et du coup d'exprimer leur vision du temps qui passe, d'aller chercher en passant le temps très très vite quelque chose de l'ordre du phénomène, du passage du jour à la nuit, des grands changements, on va dire, de l'environnement, on va dire les gens qui se lèvent le matin, le trafic des voitures, les nuages et autres phénomènes. Ou alors d'aller très lentement et dans le détail découvrir des fragments du quotidien en fait qui sont absolument impossibles à capturer avec notre attention puisque en fait les prises de vue ont été faites sur 24 heures. Et que du coup on n'a jamais 24 heures à passer devant son paysage. Même pendant le confinement. Même pendant le confinement. Enfin peut-être certains moines yogis ou autres ont tenté l'aventure, mais a priori on n'a pas cette attention justement pour les micro-fragments. Et là donc l'installation elle propose de réinventer un peu un temps à soi, à expérimenter envers un paysage intime, du coup capturé chez des habitants qu'on ne rencontre pas, mais dont on va partager un petit peu une part d'intimité avec eux, puisque de mon point de vue, le paysage qui se présente à notre fenêtre ou sur notre balcon, c'est un petit peu comme notre propre fond d'écran à l'intérieur duquel on évolue. C'est notre cadre en fait. C'est avec ça c'est avec ça qu'on va interagir. C'est un environnement, c'est un tissu de relations simples et de relations généralement qu'on compte pas en fait justement. Enfin peut-être que Luc là-dessus va me débouter, que la géographie essaye de prendre cette place-là, mais Luc Galinsky, vous voulez réagir à ce que disait Arnaud ? Oui, d'abord dire que je suis très content d'être là avec vous et Arnaud parce que j'ai vu fonctionner son installation et je l'ai vu aussi en situation pédagogique. Parce que moi, en tant que géographe, en fait, j'essaye avec d'autres d'observer à la fois les quotidiens, de mettre du temps dans la géographie, de s'intéresser aux petits, à l'infra-quotidien, si je reprends un petit peu l'expression de Pérec. Et dans ce que vous désignez tout à l'heure sur l'expérience un petit peu du confinement, il y avait un peu de Pérec et de ce bouquin Un homme qui dort, où finalement une petite fracture dans un mur, une fourmi deviennent des éléments très importants de notre quotidien. Et je pense que au-delà de l'expérience de la Covid qui nous a obligés, puisqu'on a été incarcérés dans l'espace et dans le temps, ce qu'amène
géoartiste ou un urbartiste, parce que en fait Arnaud fait partie, peut-être à son corps défendant, de cette cohorte d'artistes, mais souvent un peu atypiques, qui se sont emparés de l'espace public et qui interpellent et avec lesquels les urbanistes, les géographes, les architectes entament aujourd'hui un dialogue. Donc on est passé du spectacle à quelque chose qui est soit de la sensibilisation, de l'aide à l'observation, de la pédagogie, ou voire de la co-construction de quelque chose qui peut s'inventer, qui peut être de l'espace public. Voilà, donc et plus spécifiquement dans ce que présente Arnaud, je trouve intéressant. D'abord, il y a un côté voyeur. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a quand même le petit côté concierge, mine de rien, mais en fait, finalement, c'est pas tellement ça que vous souhaitez proposer. Fenêtre sur cour, c'est ça. Finalement, c'est pas tellement ça le propos à la base de l'installation. Enfin, là, je vous laisse rebondir tous les deux. Oui, le propos de l'installation en tant que tel est pas d'offrir une vidéosurveillance sur différents espaces. Voilà, pour voir pour permettre de voir ce qui se passe à sa fenêtre et qu'on pourrait pas observer, même si ça existe un petit peu chez les habitants qui viennent voir leur paysage, ils ont l'impression de découvrir tout un tas de choses, mais il faut pas le prendre que comme une chose mauvaise, c'est une curiosité d'ensemble, et en fait après les choses qui viennent y prélever, ça leur appartient, ça appartient un petit peu à leur sensibilité personnelle. Le principe de Mécanique Panorama est d'éviter d'enfreindre les limites de la vie privée des gens qui vont se trouver dans le paysage. C'est bien précisé dans l'appel à paysage. Ouais. Et ensuite, en fait, l'endroit où va se poser l'attention des gens, en fait, c'est vraiment très différent. Du coup, c'est pour ça que c'est extrêmement précieux d'avoir autant des habitants qui viennent voir leur propre paysage et qui le connaissent de manière intime, qui vont le redécouvrir, autant des gens qui ne le connaissent pas du tout, qui vont se poser la question, ou qui peuvent habiter le même endroit, mais qui vont se poser la question d'où ça a été pris, et des gens qui ne connaissent absolument rien de tout ça et qui, eux, vont avoir une autre forme de jeu et de découverte, en fait, et donc et puis aussi parfois des géographes ou d'autres chercheurs qui eux vont pouvoir voir le côté ce côté voyeur et ce côté aussi un petit peu phénomène qui est déplié, qui est désarticulé par le temps de la photographie dans le projet. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est aussi ce rapport au temps, c'est-à-dire cette capacité à ralentir ou à accélérer que vous décriviez au début. Luc, du coup, cet enjeu aussi où on n'est pas juste dans le paysage, l'espace, mais aussi dans la temporalité, en quoi ça inspire ou ça peut donner des idées à un urbaniste? En quoi ça fait un lien avec la géographie? Le temps. Mais on a toujours, en fait, on a du mal en géographie, en urbanisme. On s'est souvent naturellement intéressé à l'espace et très très peu au temps. Oui. Et aujourd'hui, grâce à ce type d'installation, à des technologies aussi, on a la possibilité de prendre conscience en fait qu'une ville, par exemple, c'est quelque chose qui se transforme sur 24 heures, sur une semaine, sur l'année, sur les saisons. C'est banal de le dire, sauf que les aménageurs, prospectivistes, les développeurs l'ont souvent pensé comme quelque chose qui fonctionnait 16 heures sur 24 en oubliant la nuit, 6 jours sur 7 en oubliant le dimanche, plutôt pour l'été que pour l'hiver. Donc comment à travers des outils, parce que dans le travail d'Arnaud, il y a à la fois la captation, et après, il y a la possibilité d'avancer à notre propre rythme dans ce qui se passe autour. Donc il y a le point de vue qui est différent. D'abord, on parle beaucoup ou pas assez des tours en France. On veut faire la ville sur la ville et on veut pas élever les villes. Donc il y a une réflexion à avoir, me semble-t-il, là-dessus. Puis d'autre part, on a intérêt à réfléchir la ville sur le temps. On le voit dans des villes comme Toulouse où le temps de la soirée, le temps de la nuit n'a rien à voir avec ce qui se passe le matin ou l'après-midi. Et ça, je pense qu'on a besoin de sensibiliser j'allais dire nos édiles, les techniciens, les urbanistes à cette approche-là et de le designer d'une certaine façon. Le travail d'Arnaud et d'autres, c'est aussi de nous proposer une représentation de ce temps qui passe, mais aussi de pouvoir s'arrêter
de faire des pauses dans l'évolution de ce paysage. Ce que j'ai vu de son travail, c'était cette possibilité aussi. Et d'ailleurs, vous avez travaillé, vous étiez directeur du master Innovation et territoire à Grenoble, et vous avez travaillé avec un outil de cartographie de nuit. Écoutez, nous simplement, toujours la même approche, pas en tant qu'artiste, mais en tant que chercheur, géographe, urbaniste, c'est de dire une ville, ça s'éprouve plus que ça se prouve. Donc la question, quand on veut réfléchir à la nuit, par exemple, et sortir du sempiternel, la sempiternelle question des conflits entre villes qui dorment et villes qui essayent de s'amuser ou qui travaillent, nous, ce qu'on fait, on part dans la nuit et on traverse la ville la nuit. Donc, on traverse la ville la nuit, on va à la rencontre de celles et ceux qui s'intéressent, qui vivent la nuit, les habitants. On doit rencontrer 10 personnes, on doit décrire 10 lieux, et à partir de là, et puis de séries d'analyses statistiques, on fabrique des cartes qu'on appelle des chronotopes ou des cartographies spatio-temporelles, si vous voulez, où on voit un petit peu la ville qui s'allume et la ville qui s'éteint. Et cette idée du rythme, c'est plus facile, disons, de représenter ça que d'en parler à la radio, mais d'où l'intérêt de l'outil cartographique et du travail d'Arnaud, c'est fabriquer des représentations qui font que tout le monde se dit « Ah bah oui, bien sûr ». Le centre de la ville, de Grenoble, de Paris, c'est pas tout à fait le même le matin, le soir, à midi. Mais ça demande un gros travail de collecte d'informations et puis aussi d'approche sensible pour pouvoir décrire les choses. Je crois que le mieux, c'est d'y aller in vivo, complètement aller dans la ville à la rencontre de l'expérimenter. En fait, vous parlez vraiment vous parlez de la ville vue par les habitants. Dans vos démarches à vous deux, à la fois en tant que chercheur, enseignant et artiste, c'est un petit peu comme si vous vous mettiez à la place des habitants et que vous nous montriez ce que vivent les habitants, alors que c'est vrai que quand on pense la ville, on a tendance à la penser globalement et pour les autres. Mais je crois que ce qu'il y a de commun, en effet, dans les démarches que décrit Luc et ma démarche, en fait, c'est que en tant que géographe ou en tant qu'artiste qui arrive sur un territoire et qui doivent travailler sur ce territoire et en extraire, on va dire, quelque chose, même s'ils savent pas exactement ce que ça va être à l'avance. Du coup, il y a la nécessité, en fait, de s'adresser à ceux qui vont le connaître le plus intimement, et qui vont avoir une forme de relation qui est pas de la vérité scientifique, mais qui est une expérience vécue. C'est ça, qui a un point de vue, qui a un ressenti. Voilà. Une compétence habitante. Je pense que la fabrique de la ville, tout le monde croit encore que c'est un grand élu et un grand urbaniste et une espèce de black box dans laquelle on décide de la fabrique de la ville. Alors il peut y avoir ça, il peut y avoir du prince inspiré, mais en fait la réalité c'est nos pratiques qui vont fabriquer la ville. Donc plus on va rendre compte de cette complexité des pratiques, de cette multitude de pratiques, plus on sera capable de produire une ville adaptée aux besoins et aux usages des personnes. Ça c'est vraiment important, ça semble banal de dire, mais vraiment, on doit sortir des grands gestes architecturaux, urbanistiques pour revenir aux usages, aux pratiques. Et c'est, je crois, un virage compris à la fois les centres de formation, les chercheurs, et auquel participent fortement les artistes. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que, par exemple, quand je vous raconte, moi, ces traversées nocturnes de ville, j'ai rencontré des artistes qui faisaient la même chose. Et moi, en tant que géographe et l'artiste, et on produisait des cartes sensibles, et ainsi de suite. Donc, il y a aujourd'hui des choses qui sont intéressantes dans la réflexion urbaine ou territoriale, c'est l'hybridation. C'est ça. Et on doit créer des médiations, et alors on peut créer des structures, d'interfaces et autres, mais moi je crois à la situation, c'est-à-dire être capable d'être ensemble dans un événement, dans une traversée, dans une pratique, dans une situation, ou autour d'une œuvre qui va nous obliger à sortir de nous-mêmes. Il va y avoir un surgissement, quelque chose. C'est effectivement le choix qu'a fait Arnaud sur l'œuvre, puisque quand vous choisissez des fenêtres, c'est forcément des fenêtres de maisons habitées. Vous avez fait le choix de ne pas prendre des tours patrimoniales ou des bureaux en hauteur qui pourraient avoir des vues de malades sur les toits de Toulouse. Mais par contre, il y a ce côté sensible, ressenti, point de vue dont vous parliez tous les deux. C'est un choix. Alors, en plus, vous rajoutez une dimension. Donc, pour le moment, le public voit les images, mais vous partagez en plus le ressenti des personnes qui partagent leur vue avec vous. Oui, vous leur parlez. Depuis le début en fait du projet Mécanique Panorama,
y avait quelque chose où le projet avait un petit peu d'avance sur la manière dont j'avais de le comprendre et où j'avais besoin de demander aux habitants en fait quelle était leur relation au paysage, des petites questions simples, je leur proposais, mais parce que quelque part ça suffisait pas de venir juste chez eux, bonjour, j'installe un appareil photo, au revoir, et puis venez voir le résultat, c'est très chouette, mais il y avait quelque chose dans le lien et la relation qui manquait, et puis quelque chose que moi j'arrivais pas forcément à saisir tout de suite, enfin qui me questionne encore beaucoup, qui est qu'est-ce que ça représente dans notre vie en fait, un paysage, enfin quelle est l'importance de cette chose-là, ou notre attachement. Ouais, notre attachement, mais même comment ça nous influence. Il y a la petite question un peu qui se mord la queue de la fois la poule, est-ce que c'est la ville qui est fabriquée par l'habitant ou est-ce que c'est l'habitant qui fabrique la ville? J'ai pris le temps de poser des questions aux habitants, une petite dizaine de questions depuis le début, mais je les ai jamais partagées, ces moments-là. Au début, je les enregistrais même pas, puisque ça intimidait beaucoup les gens, ce que je comprends très bien. Je tente l'aventure de proposer aux habitants qui vont partager leur paysage de participer avec moi à un petit entretien avec des questions très simples où j'aimerais bien avoir leur ressenti un petit peu sur leur relation à l'habitat et au paysage, leur relation au temps, et voilà, au travers de questions très simples où il ne s'agit pas du tout d'apporter une bonne réponse, mais qui permettent de compléter ce que j'aime bien du projet, hein, il y a un creux, il y a une vague, et de pouvoir permettre à ceux qui voudraient l'écouter, en tout cas, de venir trouver les mots de ceux qui habitent ces endroits. Oui, et notamment découvrir cet attachement, cette histoire commune avec leur paysage. Et c'est vrai que quand on a commencé à parler du projet et du fait qu'on vous accueillait en résidence au Quai des Savoirs, on a un collègue qui travaille au niveau plutôt de l'urbanisme qui a été totalement séduit par le projet, avec notamment sur les quartiers un peu en difficulté, les quartiers QPV, les quartiers prioritaires, sur justement comment on peut changer le regard à la fois des habitants, mais à la fois des autres usagers de la ville sur ces quartiers-là. Et c'est vrai que souvent, quand on discute avec les personnes des quartiers prioritaires, ils ont un attachement à leur bâtiment, à leur quartier, à leur histoire. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir le partager avec d'autres qui ont un regard en général très critique, très presse quotidienne, locale sur leur quartier. Et c'est aussi notre façon de faire. Alors, c'est pas un usage... Alors, on a parlé tout à l'heure du mot pédagogique, mais vous, finalement, c'est pas votre propos à la base. Vous êtes plutôt sur un regard artistique et scénographique. Je suis sur un regard artistique, mais si des gens veulent s'emparer de ce que je fais pour le faire résonner et que ça a du sens, moi ça me va très bien. On a travaillé avec un quartier, on pourrait dire prioritaire, à Chambéry-le-Haut, avec vraiment l'idée, on était invités dans l'idée de pouvoir partager un petit peu des paysages qui étaient capturés dans ce quartier pour montrer à ceux qui habitent en bas. Chambéry-le-Bas. Chambéry-le-bas. Qui s'appelle tout simplement Chambéry. Qui s'appelle tout simplement Chambéry. Qu'en fait, c'est magnifique de vivre là. Et qu'il y a rien, en fait, de changer d'image, en fait. Et donc, là, c'est une forme de récupération, mais moi, je l'accepte très bien, celle-là. Et de la même manière, la pédagogie, je l'accepte très bien, et de la même manière, si des gens veulent analyser un petit peu ces images-là pour essayer de comprendre quelque chose des paysages, super. Enfin, moi, je raconte déjà tout ça dans le projet, donc ça me va très bien. Et le fait de travailler avec un chercheur comme Luc Gajdonski, par exemple, en géographie, ça vous apporte aussi, ça vous a fait évoluer dans votre approche de votre travail ? Et alors c'est des rencontres hyper précieuses, parce que il y a des, comme disait Luc, on se retrouve vraiment bien au même endroit, quoi. Moi j'ai lu un de ses recueils d'articles, et puis lui il a lu des dossiers, on a eu quelques échanges depuis, et en fait c'est un peu une relation de sentir qu'il y a une espèce de famille de personnes qui ont envie de traiter des questions de l'espace habité et du paysage comme des espaces humains, comme des espaces sensibles, et donc du coup c'est hyper important de pas se sentir seul dans ces démarches-là, et en plus moi le Mécanique Panorama il s'est créé, donc je suis pas du tout seul à porter ce projet, hein, je tiens à le préciser. Je travaille avec Aurélien Conil et Julien Lefebvre, on l'a créé à 3, mais pour moi il a été très 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 nourri de géographie, d'urbanisme, d'anthropologie, les sciences humaines ont contribué beaucoup à ce projet-là.
Écoutez, un grand merci à tous les deux pour ces regards originaux sur nos usages et nos pratiques. Rendez-vous au Quai des Savoirs pour vivre, découvrir Mécanique Panorama et redécouvrir les vues de Toulouse du 10 octobre au 1er novembre 2020 à l'occasion du festival Lumière sur le Quai. Voilà, et on mettra toutes les références qui ont été abordées, notamment les images, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'images sur le site. Et les cartes. Et les cartes sur le site internet du Quai des Savoirs. Une fois n'est pas coutume pour cette playlist consacrée aux géoartistes, je ne vais pas vous parler d'un bouquin, d'une BD, d'un film ou d'une série, mais d'un hashtag, figurez-vous, comme une porte d'entrée vers de nouveaux territoires. Ce hashtag, ou mot dièse, c'est GPS Art. Oui, ça marche en anglais comme en français, GPS Art comme l'art avec un GPS. Et oui, les fameux artistes qui dessinent avec leurs pieds. Ou encore GPS Drawing, synonyme en anglais qui signifie dessiner avec un GPS. Si vous pratiquez régulièrement la course à pied ou le vélo, et que vous êtes adepte des applications de géotracking comme Strava, Runtastic, Endomondo ou autres, vous savez que vous pouvez enregistrer vos parcours et les afficher sur une carte. Et oui, l'application dessine votre parcours sur la carte comme si vous étiez le crayon qui se déplace sur le territoire. Vous pouvez alors imaginer un parcours en fonction du dessin final que vous souhaitez obtenir. Par exemple, un dinosaure, un requin géant, un smiley, un texte, etc. Les seules limites sont celles de votre imagination. Voilà donc ce qu'on trouve à travers ce hashtag GPS Art, des dessins qui n'existent que sur des cartes réalisées par des humains qui se déplacent sur le territoire. Les plus connus sont des cyclistes américains comme Stephen Lund qui parcourt New York en long et en large pour dessiner par GPS des tyrannosaures géants, une reproduction du David de Michel-Ange, Mariette, et oui, ou encore du Christ Rédempteur, la statue qui domine Rio de Janeiro, ou bien encore Michael Wallace qui arpente de son côté les rues de Baltimore, lui aussi en vélo, pour y dessiner bien sûr des dinosaures, c'est une constante chez les Américains, ou même un drakkar viking. L'un des artistes les plus intéressants dans ce domaine est l'anglais Jeremy Wood, adepte de l'art par GPS depuis les années 2000. D'abord parce qu'il s'intéresse à divers modes de déplacement sur le territoire. En plus du vélo ou du bateau, il utilise aussi les transports aériens pour dessiner par GPS. Il a réalisé des œuvres par avion en choisissant les vols selon leurs axes de décollage et non selon leur destination. Eh oui, dans le but de produire un dessin. Il a équipé des parachutistes, des parapentistes même pour dessiner en 3 dimensions. Ensuite, Jeremy Wood m'intéresse parce qu'il ne cherche pas vraiment à dessiner des dinosaures ou des autres formes figuratives, mais plutôt parce qu'il utilise cette technique pour représenter les territoires, villes comme campagnes, à travers leur exploration physique, très souvent par la marche. Arpenter la ville pour la dessiner et l'arpenter à plusieurs, collectivement. Jeremy Wood révèle alors par l'épaisseur des traits, et oui, plus il y a de monde, plus les traits sont épais, les chemins les plus utilisés, les passages singuliers, les voies de grande circulation qui ne correspondent pas toujours aux boulevards ou aux rues les plus larges. Ces dessins contribuent alors à enrichir la connaissance du territoire, de ses usages et des habitudes de ses habitants. Parmi ses travaux les plus connus, on trouve des dessins de campus universitaires, comme celui de l'université de Warwick, en Angleterre, réalisés par des étudiants à travers ce qu'il appelle des walkshops, à ne pas confondre avec des workshops, jeu de mots en anglais entre atelier et promenade, to walk, se promener, bref, where is David, bref. L'objectif est de produire la carte d'un campus avec courbes de niveau, bâtiments et installations sportives, uniquement en marchant, en longeant les équipements, les rues et les dénivellations du terrain. Vous l'avez compris, le GPS art est loin d'être un courant artistique. Oui, il s'inscrit dans la grande famille des arts technologiques, parmi les milliers d'expérimentations de création d'images, de sons et d'expériences que tentent les humains à chaque fois qu'ils inventent un nouvel outil ou une nouvelle technologie. Data visualisation amusante et anecdotique pour les uns, représentation sensible du territoire par promenade connectée pour les autres, les artistes GPS s'inscrivent dans le paysage des géoartistes qui tentent à leur manière d'articuler la carte et le territoire, l'espace public et l'imaginaire. Et bien voilà, c'est ainsi que se terminait ce nouvel épisode du podcast du Quai des Savoirs. Merci à nos deux invités, Arnaud Chevalier et Luc Gadansky. À la prise de son aujourd'hui, nous avions Laurent Codoul, à la présentation Laurent Chiquano, Mariette Escalier, Marina Léonard et à la réalisation Arnaud Maisonneuve. Merci à toutes et à tous, restez connectés et surtout soyez curieux.